Salut, bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de La Bonne Vivance, le podcast dans lequel on déroule la timeline de la vie de mon invité. Mon invité aujourd'hui, c'est Marie, aka Niemesia. Ça va, Marie? Bah ouais, cool, trop cool. Bonjour. Eh ben, je vais t'appeler Marie si ça t'embête pas. Parce ça que me va très bien, c'est insupportable. Je sais pas pourquoi je bute toujours sur tout le monde. Niemesia. Bien sûr. Est-ce que tu t'as déjà dit ce que ça voulait dire? C'est un secret? Du tout, en fait. Encore une fois, c'est un pseudo où Nemesia était déjà pris, donc j'ai ajouté un i de manière aléatoire dedans, tu vois. Donc, casse-couille pour tout le monde, moi la première, mais Marie, c'est très bien, ouais. Ok, parfait. Alors, on va faire ça. Donc, comme tu le sais, puisque t'as déjà écouté, tu m'as dit, on va dérouler ta vie de ta naissance à ton décès. Ouais. Yes. Et à chaque étape, t'hésites pas à m'interrompre si t'as une photo qui correspond à la période dont on est en train de parler. On va commencer par ta naissance. Ouais, j'en mets. Ouais. Est-ce que il y a un truc particulier, tu sais, souvent les gens, il y a une petite légende, un petit truc qui entoure leur naissance. Est-ce qu'il y a un truc spécial chez toi? Autour de ma naissance, alors je suis née en siège, ce qui me qualifie, donc le cul d'abord. C'est ça. Ce qui viendra du coup un mantra de ma vie. Mais non, vraiment les fesses la première, voilà. Donc ça a été peut-être source d'angoisse pour ma mère à ce moment-là, parce qu'effectivement tu te retrouves asphyxiée. Bah ouais. La tête dedans, mais je suis là. Donc jusque-là, tout va bien. Tout s'est bien passé. C'est ça, tout à fait. Est-ce que tu sais si tu as eu... on va commencer tout de suite dans le trivial. En général, naissance par le siège, c'est plus ou moins souffrance fétale. Ouais. Et tu sais ce que fait un bébé quand il souffre dans le ventre de sa mère? Il crie, non? Il fait caca. Ah, il fait caca? Je ne sais pas si j'ai fait ça. Tu sais pas si t'as fait caca dans ta mère? Bah en tout cas... Moi, j'ai fait caca dans ma mère. T'es né en siège aussi? Non, moi, je suis né avec le cordon autour du cou. Ah, shit. Et du coup, t'as chié dans ta mère. J'ai chié dans ma mère. C'est grave cool comme... Puis uriné sur la sage-femme. Ah, charmé. Ah ouais, toi, t'es vraiment... Le mascu de base. Qui chie dans les femmes et qui leur pisse dessus, vraiment. Mais écoute, moi je crois pas, parce que justement je pense que j'étais déjà conditionnée à cette société patriarcale qui fait que du coup je suis restée quand même dans une forme de pudeur et de respect, pour ta mère. De la daronne. Exactement. Est-ce que t'avais un truc particulier à la naissance, à part le fait qu'on a vu tes fesses en premier, une tache de naissance, le crâne déformé? Je crois pas, non, je crois pas du tout. Mais je sais que plus tard, juste ma mère a un truc où pendant des années, ça va être ce qu'elle va me dire, qui d'ailleurs, pour l'estime de soi, est pas incroyable, mais à chaque fois, elle me dit « Putain, qu'est-ce que j'aurais pas dû boire cette coupe de champagne pendant la grossesse ?» parce qu'elle ne savait pas du coup qu'elle était enceinte au moment où elle s'est alcoolisée un soir. Et à chaque fois que j'ai fait une connerie dans ma vie, elle m'a juste répété cette phrase comme si effectivement ça me définissait dans ma valeur. Donc voilà, juste... Bon, c'est pas tant au moment de la naissance, mais effectivement, il y a ce truc-là où sa grossesse, elle a beaucoup... beaucoup? Enfin, pas beaucoup bu, mais beaucoup culpabilisé de... Okay. Mais c'était une coupe? Ouais, je crois, puis voilà, mais ça va, tu vois. Puis bon, l'impact était minime. Est-ce que... t'étais quel genre de bébé? T'étais bébé cool, bébé chiante? Je pense bébé cool. Ouais. Et je pense que c'est... Parce qu'en tout cas, j'ai jamais entendu comme quoi vraiment je cassais les... Ouais, non, franchement, j'ai été bébé cool et ouais, même... Par la suite, c'est un peu vraiment ce qui... Très rapide... Déjà, je suis fille unique aussi, pour contextualiser. Okay. Donc, je pense qu'il y a ce truc-là aussi où j'ai toujours été un peu... Enfin, en tout cas, ça a influencé le fait que je sois assez introvertie dans mon enfance et tout. Et donc, ouais, dans mon monde. Vraiment, ce truc-là, c'est, d'introversion quand même. Solitaire. Très solitaire, ouais. Et je t'ai pas demandé, mais tu sais quelle taille et quel poids tu faisais à la naissance? Du tout. Alors, c'est vrai que c'est pas... Gros bébé? Je peux te montrer du coup une photo, ça on y vient. Bébé heureux, bébé vivant et bébé... Hop. Merci. Tu vois, bébé joufflu. Ah ouais. Et j'ai toujours été joufflu, hein. Ça, c'était quelque chose qui... Après, joufflu, oui. Non, mais joufflu, bébé... Ouais, c'est ça. Bien, quoi, tu vois, mais juste ni plus ni moins. Et alors pour audio description, pour les gens qui voient pas la vidéo, et je rappelle que si vous êtes sur une plateforme audio, il y a la vidéo sur YouTube. On est sur un poupon chevelu.
C'est vrai ça. Ah oui, ça, c'est par contre, c'est vrai que c'est un truc Déjà très brune. qui m'effraie d'ailleurs chez les bébés. Ah ouais, les bébés Ouais, avec trop de je cheveux. supporte pas ça. Ceux qui ont des espèces de coupes de cheveux. Ça me terrifie. Ouais. Mais vraiment, alors que bon. Après là, bon, toi c'est raisonnable. T'as pas une banane à la, non, à la côte non, ouest, non, non, mais quand même capillairement bien chevelu, fourni, quoi. C'est tout vrai. à fait, Parce que là, t'es petite là. Hein. Je sais pas ouais, je sais pas. C'est vrai que je me donne peut-être 1 an à tout péter. Ouais, max, je pense, ouais. Et petite, je sais pas si c'est une salopette ou une robe en jean. Que ma grand-mère m'a confectionnée. Et ben. Ouais, et avec petit chemisier avec un col un peu... petit col Claudine, un peu, quelque ça. chose de très, très sage. Et bébé chevelu, effectivement, joufflu, et jovial. Grand sourire. Jovial. Ça, c'est vrai que ça... Et c'est ta maman? Et c'est ma maman à côté. Les mêmes yeux, je trouve. C'est vrai? Ah ouais, c'est marrant. Enfin, un peu, tu sais, en accent circonflexe, là. Ah ouais, quand on sourit, bah... Ouais. Ah ouais, c'est marrant. Je trouve. Ah ouais, bah attends, mais c'est marrant. Après, c'est la première fois qu'on se voit. Ouais. Mais je trouve. Ok, donc bébé cool. Bébé malade souvent ou non, je crois pas. Ah si, pardon, non, je dis n'importe quoi. De l'asthme très tôt, qui m'aura valu une hospitalisation, je crois, à l'âge de mes 3-4 ans. Donc quand même quelque chose d'assez inquiétant. Hein, donc j'ai pas mal de photos. Alors j'ai pas apporté, parce que déjà en plus je m'en souviens pas particulièrement, mais effectivement, d'hospitalisation, de petits tubes. Voilà, ça a été souvent des... Alors pas souvent, mais une fois qui a été suffisamment inquiétante pour mes parents qui m'ont raconté ça souvent, justement sous l'émotion on savait, j'étais vraiment entre la vie et la mort et que voilà, il y a eu un médecin qui a dit ok, on essaie un dernier truc, je crois, de faire un shot d'adrénaline ou je sais pas comment ça s'appelle, en tout cas voilà, pour essayer de vraiment me réanimer et ça a marché, donc voilà. Ah ouais, c'était vraiment vénère, du coup. Ah ouais, c'était vénère, ouais. Et c'était quoi, t'as fait une crise d'asthme Ouais, je crois que c'est ça. En fait, allergie au chat, ou en tout cas pas mal de acariens, etc. Ça a dû déclencher. À l'époque, ils ne savaient pas, ils n'avaient pas diagnostiqué les allergies, et du coup, voilà. Mais du coup, waouh. Ah ouais, mais toi, t'as un souvenir de ça ou... Pas tant. C'est vrai que mes parents m'en parlent, et quand ils m'en parlent, pas forcément je vois l'émotion, mais c'est quelque chose bon. Et puis j'ai vraiment, je pense, à une distance, même moi, avec ça, parce que il y a un côté hypocondriaque qui fait que je préfère, puis même ne pas donner plus de sens à ça, mais je sais que ça existe en tout cas. Ok. Et après, t'as fait souvent des crises d'asthme. C'est un truc qui t'a suivi. Ça, qui me suit même toujours. Alors beaucoup moins maintenant, mais au contact de poils de chat, des trucs comme ça où vraiment, c'est juste. Donc toujours la ventoline, et j'ai l'impression qu'il y a vraiment un truc un peu de victime, un peu vicose, tu sais, t'es tout le temps avec ta ventoline, mais en même temps, ça me... D'ailleurs, je pensais que tout le monde était asthmatique. Je pensais que c'était un truc, tu vois, genre, que je me disais, putain, juste les gens, ils cachent hyper bien leur ventoline. Mais ouais, non, moi, mais voilà, j'ai pas un truc non plus qui me trauma, tu vois. Je suis vraiment en mode, bon, bah, ok. Ouais, et petite non plus, t'avais pas ce truc de... Souvent, les enfants asthmatiques, c'est un peu... c'est tellement flippant pour l'entourage qu'ils sont un peu surcouvés. Non, du tout. Genre, juste, on me disait, oublie pas ta ventoline, et puis voilà, et après... Mais c'est vrai, ce que tu dis, c'est marrant, pas tant marrant, mais c'est curieux comme l'asthme, c'est vraiment la maladie qui est choisie dans toutes les fictions, dans les films et tout, pour le truc de la vicose. Exact, vraiment. Quelqu'un qui... c'est toujours un peu ridicule. C'est ça, c'est vraiment bizarre, de fou. Et je pense même dans Malcolm, c'est pas de l'asthme, mais tu vois, genre, je sais plus comment il s'appelle, son pote, qui est un fauteuil roulant, mais qui a une espèce d'insuffisance respiratoire un peu, et qui ce truc là où moi je me disais putain, vraiment c'est le truc terrible, des gens fragiles, mais en fait pas tant. Enfin voilà, non, ça va. Et du coup maintenant pas de crise tant que t'as ta ventoline, ouais, ça va, j'essaye d'y penser. Je suis vraiment encore la personne très vite essoufflée, et ça c'est un truc par contre qui me fait chier, juste de me dire putain, ou même, tu vois, plus adulte, quand, je sais pas, t'as des relations intimes et qu'à la fin, tu sors ta ventoline, tu dis, putain, c'est genre, tout le monde fume sa clope, et en fait, toi, t'es avec ta ventoline. Là, c'est un truc de vicose, genre, un petit peu, quand même. Ventoline after sex. Ouais, exactement. Ventoline after sex. Mais, sinon, ça reste occasionnel, donc, voilà. Ok.
en grandissant, donc t'as dit fille unique, donc enfant plutôt solitaire, plutôt très solitaire. Solitaire par choix, par goût ou par timidité? Tout, je pense un peu tout ça. Déjà parce que je pense que le climat familial a fait que j'ai très vite eu ce truc-là un peu d'introversion. Y avait un petit côté assez conflictuel parfois chez moi, donc du coup il y a ce truc-là où tu te mets facilement en retrait, enfin tu prends pas trop l'espace et justement voilà. Et puis même ma manière de relationner avec les autres, enfin ouais, j'ai toujours eu ce truc-là où même pas une grande facilité à me faire des amis. J'étais pas sociable à l'époque même. Okay. Alors aujourd'hui, je me dirais solitaire et introvertie, mais plus sociable. Ouais. Mais à l'époque, c'est vrai, et puis c'est un truc qu'on m'a reproché énormément. Enfin, à l'école, c'est fou. C'est un truc d'ailleurs que je comprends toujours pas. Qu'on me reprochait, tu sais, de vraiment d'être dans mon coin. Et comme si c'était vraiment un défaut. Je sais que les profs, les parents, dans les réunions parents-profs, on venait prendre mes parents à part pour leur dire, voilà, Marie, elle est introvertie. Mais genre, comme si vraiment ça me définissait de manière péjorative. Ouais. Et du coup, c'est un truc qui m'a vite complexée quand même, parce que je me suis dit, ouais, c'est pas bien d'être solitaire, c'est pas bien de vouloir être seule, alors que c'était vraiment dans mon confort. Hein. Je pense pas que ça... Je pense pas que j'avais un rapport aux autres particulièrement hermétique pour autant, mais c'est que, ouais, je sais pas, j'étais bien dans... T'étais bien toute seule. Ouais, exactement. Et tu disais donc un peu de timidité aussi, du mal quand même à quand aller même. vers les autres. Ouais, tout à fait. J'avais du mal, j'étais pas sûre de moi du tout, toujours peur de déranger, d'être de trop en fait dans l'espace. Et je pense que voilà, ça venait conforter l'idée que j'aimais bien être seule. Et alors j'avais quelques copines, ça se passait bien, mais pas un grand désir d'être avec les autres. Non, pas un grand désir. Voilà. Et du coup, t'étais invitée aux anniversaires quand même ou Ouais. pas trop? Ouais. Bah, faut savoir que ma mère était mon instit pendant au CE1 et au CM2. Donc, on va dire que, inévitablement, d'une certaine manière, elle m'intégrait. Enfin, il y avait quelque chose où, quand même, j'étais forcément intégrée. Puis, j'étais vue comme la fille de la maîtresse. Donc, ça me donnait un certain statut social qui voilà, du coup, créait le lien, quand même, malgré moi. Donc, en vrai, oui, je me sociabilisais plutôt bien. Mais c'était pas non plus quelque chose où j'avais une appétence, tu vois, pour les autres. Je me rends compte que, en fait, je t'ai même pas présenté. Ah ouais, j'ai dit on est parti directement sur chier dans sa mère, mais en fait, je sais même pas. Tout le monde sait que je suis née en Siège, mais on sait pas donc qui ça, je on suis. sait, on a voilà, le cul d'abord. Donc, moi, je t'ai connu comme beaucoup de monde, j'imagine, sur Twitter. Ouais. C'était quoi? C'était la meuf là, ouais, la meuf tout là. à fait. Avec c'était d'ailleurs, on peut peut-être juste revenir là-dessus vite fait avant de reprendre le fil. C'était volontaire au début pour expliquer un petit peu à ceux qui peut-être te connaîtraient pas, mais est-ce qu'il en reste vraiment? Tu t'avais une particularité sur Twitter, c'était peut-être que tu le fais toujours, mais je vais plus sur Twitter. Non, je suis tu vas plus non plus. Ah, c'était de tweeter des trucs, des espèces d'appos à troll et à mascu, en gros, des phrases soit avec une faute de français, soit une réflexion complètement naïve, machin, etc. Ouais, dans l'absurde. Je me rappelle du sauter du Coca Light, trucs comme ça. Et donc effectivement, ça marchait très bien parce que ça attirait tous les relous qui venaient se déchaîner en dessous. Tout à fait. Moi, une question, c'est quand on est créateur, créatrice, en tout cas personnalité publique, etc. Souvent on dit moi les relous, ça me passe au-dessus, machin. Toi tu mangeais quand même des palanquets à chaque fois. Ouais. Est-ce que vraiment au bout d'un moment ça t'atteignait pas, ou à l'inverse, comme c'était un truc que tu provoquais, ça te... Un peu des deux, c'est-à-dire qu'il y a eu... En vrai, je provoquais, donc je jouais de ça, et d'un côté, ça me permettait justement de vraiment... Puis il y avait un côté personnage, donc vu que j'étais dans l'incarnation de ce que je disais être une pain-bêche, du coup...
il y a ce côté-là où d'un côté, j'ai l'impression que ça m'atteignait pas personnellement. Il y a des fois où je me suis pris quand même des sacrés mandales et ça a duré quand même plusieurs jours et c'était très désagréable, on va pas se mentir. Puis très angoissant parce que vraiment, on sait ce que c'est, l'acharnement, voilà. Mais je pense que c'est une période que j'ai beaucoup aimée parce que je sais aussi que justement, il y avait pas mal de gens qui ont fédéré à justement ce jeu-là et qui sont rentrés dans le jeu avec moi et qui au contraire ça a créé un truc assez fédérateur, donc je me sentais pas isolée et non, c'était cool. En vrai, c'était cool, mais le temps où ça l'a été parce que comme voilà, ça fait 2 ans que je suis plus sur Twitter et c'est bien mieux comme ça. Je pense qu'aujourd'hui j'aurais vraiment pas le même, enfin c'est pas du tout le même terrain, quoi. Et du coup maintenant tu crées du contenu vidéo sur Insta notamment. T'as sur un Insta, format qui s'appelle Un jour une meuf. Ouais, tout à fait. Qui est très chouette, donc où tu mets en avant des femmes contemporaines ou moins. Plus ou moins connues. Ouais, tout à fait. Public. Tu streams toujours pas du tout. Enfin, plus du tout. Twitch, ouais. J'ai un peu moins parce que forcément d'autres trucs qui prennent un peu le dessus. Mais pareil, oui, si j'aimais bien. De temps en temps, je vais un peu discuter. C'est aussi cool. Enfin, c'est une plateforme qui est sympa en vrai. Et podcast aussi. Et podcast qui vient de sortir. Two Girls One Talk. Ouais, exactement. Que tu enregistres ici dans les. Tout à fait, dans les bureaux d'Acast. Pas dans ce studio-là. Non, mais ouais. Ok, trop bien. J'ai oublié des choses. Non, c'est hyper. Parfait. Moi aussi, j'ai fait mes devoirs, tu vois. Ouais, magnifique. Hop, on reprend le cours. Donc, école, petite fille plutôt solitaire, un peu complexée par le fait que les adultes trouvent que c'est pas normal d'être solitaire. C'est ça. Est-ce que tu te souviens de la tronche de ton pédiatre ? Pas du tout. Non. C'est vrai que j'ai même pas pensé que j'avais un pédiatre. Mais forcément, oui, inévitablement, mais du tout. Il y a des gens qui se souviennent de la tronche Tu te souviens de la tronche de ton pédiatre ? Moi, oui. C'est vrai ? Ouais. Mais attends, là, on a un pédiatre jusqu'à quand ? Moi, jusqu'à l'année dernière. Non, je sais pas, pédiatre, en vrai, tu peux aller chez le pédiatre. Moi, je pense que je suis allé chez un médecin généraliste classique à l'adolescence, après la puberté. C'est vrai ? Chez le pédiatre, ouais. Ah ouais ? Je savais pas, je pensais que vraiment c'était la petite enfance, le pédiatre. Ok. Ouais. Bah non, alors vraiment, je pense que vraiment, je suis vite passée à un... Plutôt bon signe. Ouais. Alors que tu l'as pas trop, trop vu. À part l'asthme, souvent malade, souvent tu te cassais des trucs. Je me suis rien cassé. J'étais extrêmement... j'étais extrêmement prudente. J'ai toujours été vraiment... au contraire, moi, c'est quelque chose qui m'effraie énormément. Alors, on va peut-être avoir l'occasion d'en parler plus sur le côté adolescence, mais déjà, je détestais tout ce qui est sport, EPS, etc., même très, très tôt. Donc, vraiment, tout ce qui comportait un peu un risque corporel aussi minime qu'il soit, j'étais vraiment pas casse-cou, en fait. Ouais. Donc, là-dessus, non. Par contre, le peu de fois où j'ai couru, parce que j'ai eu très rapidement ma croissance où j'avais un corps longiligne, donc grand et très fin. Ouais. Je pense un peu, souvent ça me fait penser à tu vois, les air dancers, sur les parkings américains, les espèces de trucs qui flottent comme ça en l'air. Mon corps était aussi aléatoire que ça et aussi complètement. Voilà. Donc le peu de fois où je courais, je me ramassais la gueule et j'en ai encore des petites cicatrices, mais vraiment de trucs à la con, vraiment où je me rétamais, mais pas rien de dramatique. Mais pour moi, c'était un drame, par contre. Ouais, vraiment, voilà, vraiment pas jackass du tout. Ok. Mais ouais. Et donc, tu disais que chez toi, plutôt ambiance conflictuelle, donc toi dans ton coin, dans ta bulle, fille unique, pas de cousin, cousine Enfin, j'ai une cousine qui, je sais plus si c'est Germaine, enfin en tout cas la fille de la cousine de ma mère, donc j'ai plus issue de Germain, je pense. Ouais, un truc, voilà, peut-être. Et du coup, voilà, mais qui habite en Suisse et que j'ai vu assez occasionnellement, mais très peu, pas suffisamment peut-être pour créer un lien, voilà, vraiment, alors qu'on a vraiment le même âge. Hein. Mais, et puis après, j'ai des cousins qui sont arrivés plus tard et avec aujourd'hui à qui j'ai des liens, mais qui pareil, j'ai pas... Enfin non, à l'époque, c'était vraiment... j'étais vraiment même seule sous tous les aspects. Ok. Ouais.
Et tu dis qu'aujourd'hui, tu es toujours plutôt introverti, mais plus sociable. Le début de la sociabilisation, tu daterais à quel moment? Tard. Je pense lycée quand même. Okay. Enfin, pour moi, c'est tard. Après, voilà. Mais ouais, lycée. Parce que collège, j'ai eu envie de me foutre en l'air. Je pense que vraiment, le collège, vraiment, c'est voilà, antisocial, vraiment pas du tout. Mais ouais, le début lycée, où là, je commençais à me dire, ok, c'est cool d'avoir une bande de potes et tout. Et là, avec une volonté de s'émanciper, mais sinon, jusque-là, ouais, non. Et du coup, collège, c'est marrant, c'est quand même un truc qui revient assez souvent. Ouais, le collège, l'enfer. Et souvent, je sais pas si c'est ton cas, mais lycée, un peu libération. Exactement. Et vraiment. Collège, toi, enfer, parce que quoi? Parce que tout, vraiment, alors déjà, ça, on revient à le rapport que j'ai avec mon corps. Alors même si ça arrivait assez tard, c'est plus en 4e, 3e où j'ai un peu conscientisé mon corps, on va dire, où là, j'étais vraiment très très mal dans ma peau, encore une fois, maigre et longue. Alors je sais que souvent, justement, les complexes à cette époque-là, et je sais que mes copines de l'époque, c'était plus effectivement d'être plus ronde et tout. Moi, c'était vraiment d'être très longiligne. Et puis vraiment, en tout cas, je me voyais squelettique. Et puis même au-delà de ça, alors j'avais pas d'amis, j'étais très, même c'était, je sais pas, les débuts d'espèce de harcèlement un peu vicieux, tu vois. Et parce que, j'étais. Puis en plus, je prenais d'un coup alors pour effectivement revenir au fait que je sortais de l'école où j'étais avec ma mère, du coup, voilà. Et d'un coup, je me prends un shot de ok, je suis parmi tout le monde, quoi. Et j'ai plus vraiment ce statut social qui jusque-là me définissait pas mal. Et du coup, je découvre ce que c'est d'être avec des gens qui s'en foutent de moi, qui se foutent de moi aussi. Et du coup, c'est hyper inconfortable, quoi. Donc, j'ai rien à quoi m'accrocher pour me dire, ok, je peux être une meuf intéressante ou quoi. Ouais. Et tu parlais de ta taille et de ta minceur. Au niveau alimentaire, t'avais pas de troubles particuliers, tu mangeais normalement? Ah ouais, du tout. J'étais pas particulièrement gourmande ou quoi que ce soit, mais on va dire que j'étais sur le côté métabolisme rapide. Et c'est marrant parce que même les médecins, même après, m'ont dit il faut manger. Et c'est genre, connard, j'ai pas oublié. Mais non, j'étais. Puis non, j'avais absolument pas. Moi, par contre, je pense que je me nourrissais plus que manger. Enfin, j'avais pas ce goût, cet appétit. Et puis parce que ma mère, naturellement, n'achetait pas tout ce qui était industriel et tout, donc j'avais pas ce truc-là un rapport à la nourriture pas particulièrement dans l'appréciation des repas. Tu vois, je me disais, il faut le faire parce qu'il bon, d'un moment, ils survivent, quoi. Question d'être un peu là, mais ouais, donc je découvrais un peu que d'ailleurs mon corps pouvait être autre chose que fonctionnel à ce moment-là. Ouais. Mais en même temps, je pense que c'est peut-être aussi un âge qui justement qui est assez charnière là-dessus. T'as des photos de cette alors oui, tiens, collège, pile là-dessus. Alors celle-là est un peu floue parce que je la sors de Facebook, du trou du cul de Facebook, mais c'est marrant. J'ai l'impression d'avoir déjà vu cette photo. C'est possible ou pas? Possible que je l'ai déjà mis en story il y a quelques temps. Mais il y a un petit paquet de temps quand même. Donc, effectivement, une grande... T'as quel âge là? Grande tige. Je devais avoir 14-15 ans quand même. Ah ouais. Oui. Et tu te rappelles combien tu mesurais? Déjà un bon 1m75 ou 74, tu vois. Effectivement, c'est grand. Ouais. T'es mince, mais pas... T'es pas maigre, quoi, je trouve. Je sais pas, je devais faire un 32-34 qui quand même était bien mince. Ouais. Et en fait, en plus sur la photo que je te montre, donc où je l'avais faite pour cette photo à l'époque pour je sais pas s'il y a des gens qui vont avoir la ref ou même toi qui a un site qui s'appelait l'Indien Boutique. Ah, bien sûr. Tu vois. Ouais. Et alors, je sais que ça existe toujours. Ça existe toujours, c'est rue Keller. Oui, la dernière fois, je suis passée devant. Mais à l'époque, pour moi, c'était vraiment le truc où je me disais. Et ils faisaient un espèce de concours à la con, un truc comme ça. Et pour gagner des sapes, sûrement. Okay. Et je voulais participer. J'ai posté cette photo-là. Alors, elle a dû se taper 3 likes, évidemment, qui était déjà le bout du monde. Et il y a un mec qui avait commenté dessous.
il faut manger, justement. Ouais, Alors sûr, là, ça évidemment. m'avait assassiné. Et le début des de tout. Et alors, ça va empêcher de dormir, là, pour le coup. Pour décrire, jean slim, Bien sûr. petite paire de... Vans, peut-être, ou Converse. Converse. Ouais, Converse. Débardeur. Ouais. Je me hasarderai pas à dire la couleur parce que je suis daltonien. Et j'essaie de reconnaître le groupe sur le poster derrière. Ça devait être Bring Me the Horizon ou quelque chose comme ça. Ouais. J'allais dire petite coupe démo, mais du coup, bien sûr, je suis pas si loin. Ok, donc Bring Me. Ouais, bah à l'époque, ouais. Et quoi d'autre? D'autres trucs que des trucs émo bah, j'avais ce côté où forcément ça correspondait quand même évidemment à la tendance, on va dire, de l'époque. Et puis ça allait bien avec le côté introverti. Je pense que ça, je m'y retrouvais totalement. Moi, j'étais bien. À ce moment-là, j'ai commencé aussi alors, je faisais du piano, parce que mes parents m'avaient inscrit au piano, j'ai vraiment subi par contre, parce que vraiment, ça demandait une espèce de rigueur avec laquelle j'étais pas du tout à l'aise. Okay. Et j'ai commencé à ce moment-là la batterie. Et là, par contre, bah forcément, pareil, ça allait. Et ce qui est marrant, c'est que forcément, ça a commencé à plaire. Enfin, c'était un truc où je pense on m'a vu sous un angle qui était... ou peut-être tous les mecs un peu mécheux de l'époque et un peu skateurs commençaient à s'intéresser à moi aussi vis-à-vis de ça. Et du coup, je me suis dit, je peux être introvertie et quand même avoir un... Et quand même stylé. Ouais, un peu stylé, ouais. Bien. Ouais, mais vite fait, quoi. Et batterie, donc? Ouais. T'as joué dans un groupe ou t'as... Alors, non, alors j'en ai fait longtemps, j'avais fait il y a 8 ans quand même, c'était... je me suis bien amusée, mais j'ai commencé à essayer de fonder un groupe avec quelques mecs justement du lycée, et je me disais, putain, c'est cool, parce que c'était des mecs qui jusque-là me bullient au collège, et que là, ils commençaient à dire, putain, revanche. Ok, il y a un truc, ouais, et du coup, j'étais hyper hypée, et puis au final, ils trouvaient que c'était pas si cool d'avoir une meuf dedans. Ouais, c'est vraiment mais vraiment... Gros ringard. Ah ouais, de fou. Et du coup, ils m'ont tège pour un mec qui était, à mon sens, un peu plus médiocre, mais c'est pas grave. Okay. Pas de regret. Pas de regret du tout. Et puis encore une fois, je le faisais pas tant pour jouer avec les autres. C'est peut-être encore un truc un peu vraiment... Du coup, moi, je suis batteur aussi. Ouais. Je me suis toujours emmerdé à jouer solo, à jouer tout seul, ouais. Je comprends. Mais je pense que... Moi, il y avait un truc où la batterie, j'avais tellement pas envie de prouver à qui que ce soit que je me disais, ok, ça c'est mon truc. Et puis même, tu vois, je partageais évidemment même pas ce que je faisais. Je jouais seule et juste, je me dis, ok, ça me défoule. Même si je joue super mal ou quoi, ou si j'ai envie de faire un truc, bah ça me va, tu vois. Et j'aimais bien l'idée que personne ait l'opportunité de me juger là-dessus, tu vois. Ok. Ouais. Donc, collège, puberté. Ouf. Plutôt précoce, plutôt tardive? Précoce, je dirais. Parce que, vers 13 ans, je pense. Je sais pas si c'est... Non, pas plus que ça peut-être pas. Non, classique, peut-être. Je pense que c'est... Classique, mais par contre, dans la volonté de coucher, j'avais très tôt. Enfin, j'avais très rapidement. Mais même avant la puberté, je crois. Ça... depuis, j'avais presque envie de te dire depuis toujours. Non, mais on n'en est pas loin. Depuis le siège. Mais évidemment, on va revenir sur le coucher, mais la puberté, c'est un truc que t'attendais, c'est un truc que tu redoutais, c'est un truc c'est un truc que j'attendais. Et alors ça, j'en ai parlé récemment avec une pote où je me dis, mais putain, mais quelle conne. Parce que vraiment, je voulais trop, évidemment, avoir mes règles. Je voulais trop, je me disais, putain, ça va être le moment où ça va... je vais être une femme, je vais savoir ce que c'est. Et puis j'aimais bien le truc où je sais pas, les meufs, enfin, c'est complètement con, mais j'admirais les meufs qui cachaient le fait qu'elles avaient leur serviette et tout, et je me disais, putain, elle cache le fait qu'elle a son tampon dans sa poche. Je trouve ça hyper stylé. Okay. Enfin, je trouvais que ça leur donnait une forme de, je sais pas, de femme affirmée, tu vois. Okay. Et enfin, aujourd'hui, je trouve ça un peu marrant. Mais, ou même, tu vois, d'autres trucs où ma grand-mère, quand je la voyais en maillot de bain, elle avait des vergetures. Et pour moi, pareil, c'est des trucs que je trouvais magnifiques. Et je me disais, putain, j'aimerais trop, le jour où je vais avoir des vergetures, ça va être trop stylé. Et c'est un truc que je pense toujours, pour le coup. Mais c'est vrai que j'avais quand même une vision de la féminité à travers tous ces aspects-là qui étaient très dans l'admiration, au final, de ce qui est sociétalement considérés comme des inconvénients, et qui le sont aussi, factuellement. Mais j'avais trop hâte d'avoir mes règles. Ouais.
J'avais trop hâte. Et tu avais hâte juste pour le côté stylé, être une femme, machin, etc. Ou par rapport au fait d'avoir envie de coucher aussi Non, est-ce que ça, t'avais je ce pense truc de que dire... je corrélais pas le truc. Ah ouais? Mais non, je corrélais même pas le truc. C'était vraiment... non, c'était plusieurs étapes où je me disais, OK, ça va faire que je vais être une femme. Okay. Mais tous indépendants les uns des autres, en fait. Okay. Ouais. Et tu savais à quoi t'attendre, les règles, tout ça Du tout. Bah, je pense que sinon, j'aurais pas... Ouais. Franchement, je m'en serais pas... Non, parce que vraiment, en fait, je voyais les... Puis tu sais, il y a ce truc-là où dans le pop culture et tout, t'as ce truc-là de « Ah, j'ai un peu mal au ventre et tout ». Et tu te dis « Ok, ça va être peut-être un peu stylé de oh zut, j'ai de la fièvre, je vais devoir rester chez moi ». Enfin, il y a un truc qui est forcément très romancé et très édulcoré en tout cas dans l'imaginaire qu'on s'en fait. Et non, quand c'est arrivé, putain, ça m'a mis un uppercut qui est... Ah ouais. Oh, parce qu'en fait, j'étais en stage de 3e chez un avocat. Enfin, un truc complètement, encore une fois, aléatoire. Mais j'étais chez un avocat et d'un coup, je sens que j'ai mal, mais d'une douleur Vraiment, je me suis dit, mais je ne sais pas ce que c'est. Et je sais plus avec qui t'en parlais, peut-être avec Manon, sur le fait que t'as ce truc où tu confonds si t'as envie de chier ou si t'as mal au ventre. Oui, et là, j'étais dans ce truc-là. Donc, je me dis, non, mais je vais me chier dessus, mais sévère, quoi. Donc, déjà, j'explique à ce mec-là, enfin, cet avocat, je dois aller aux toilettes, et lui, il était avec une meuf de 13 piges. Enfin, ça n'avait même pas vraiment de sens. J'y vais, je manque de m'évanouir dans ces chiottes et je dis, bon, là, il faut que je rentre. Et effectivement, chez moi, je m'évanouis, ça part en vomissement, etc. Ce qui va être le début, j'allais dire, de mon endométriose. Mais complètement traumatisant, en fait, l'épisode. Et je me suis dit, finalement, est-ce que ça valait le coup d'espérer ce moment-là ? Pas de ouf. Mais ouais, donc du coup... pas ouf. Et t'as compris tout de suite que c'était ça? T'as associé tout de suite la douleur aux règles ou non? Pas du tout. Justement, je me suis dit, OK, qu'est-ce que c'est? Parce qu'en fait, j'avais déjà eu un peu mes règles avant, mais je pense que ça devait être une préparation préliminaire à ce qui arrivait. Donc, c'est-à-dire que vraiment, juste au départ, j'avais eu déjà des pertes, etc. Mais c'était pas, c'était pas avec la douleur, etc. Donc, je n'arrivais pas. Je me disais, et je pensais que j'allais accoucher, ce qui était improbable, puisque à ce moment-là, j'avais pas encore, consommer le voilà, mais non, j'ai paniqué de ouf. Je me suis vu mourir, en fait. Je me suis dit, ah ouais, non, mais un truc... Et encore une fois, j'étais skinny de ouf. J'avais un tout petit corps, tout frêle, mon utérus qui commence à partir en cacahuète, donc non. Et est-ce que tu te souviens, c'est justement Manon parlait de ça et Marie de Broer m'en a parlé aussi. Les deux ont été surprises de la couleur de leur première règle parce qu'elles s'attendaient à un truc rouge et en fait c'était plutôt marron. Manon dit même qu'elle avait cru qu'elle avait chié dans son froc. Exactement. Toi, c'est un truc qui t'a surpris aussi? Ouais, pareil. C'est ça, justement, j'avais déjà eu des pertes un peu marron, mais pareil, vu que j'avais tellement prévu d'avoir mes règles, que je m'étais dit, OK, ça doit être ça doit commencer comme ça. Donc, j'ai pas paniqué vis-à-vis de la couleur. Je me suis dit, OK, c'est chelou. Mais je trouvais juste que mes règles étaient pas stylées. Enfin, si tu veux, j'étais un peu dans l'esthétique du truc. Je me suis dit, ah putain, fait chier, les meufs, elles ont des règles stylées. Une déception. Et moi, je me tape un truc un peu merdique. Littéralement. Ouais, littéralement. Et du coup, mais bon. C'est pas bleu comme dans les pubs. Ouais, c'est ça. Déjà, hyper déçu. Et ouais, du coup, endométriose, mais j'imagine que ça a été diagnostiqué. Jamais diagnostiqué, je auto-diagnostique. Endométriose diaphragmatique que j'ai, qui est en fait qui est liée au diaphragme et qui a des liaisons au diaphragme. Et en fait, alors c'est très méconnu, c'est pour ça que j'ai mis beaucoup de temps même à m'auto-diag, sur le fait que ça t'envoie à chaque période de règle des douleurs d'une intensité astronomique dans l'épaule. Donc, c'est-à-dire que tu as des douleurs un peu... Moi, je compare ça un petit peu à un point de côté, tu sais, qui se lance très, très fort, très... comme une crampe vraiment extrêmement intense, mais sur la longueur, quoi. Et ça, à chaque règle. Donc, c'est très douloureux, très mal diagnostiqué, parce que voilà, j'ai eu des spécialistes qui n'étaient pas très spécialistes, du coup, de ça, en tout cas, classique. Mais voilà, et donc, très, très dur et une errance. Et puis, encore une fois, surtout quand t'as ça et que t'as mal à l'épaule quand t'as tes règles, pour faire le lien
que ça peut être ça. Bah, Alors, ouais. c'est quand même... tu vois? Ouais, bah oui, c'est sûr que C'est absurde. Tu captes pas comment c'est. Mais après, en vrai, je trouve que l'endométriose, c'est quand même, au-delà d'être une saloperie, mais c'est quand même assez dingue comme le mécanisme de la maladie. Pour les gens qui savent pas, l'endométriose, c'est quand même littéralement des cellules de l'utérus, de la muqueuse de l'utérus, qui va se coller ailleurs. Ouais. Donc tu peux en avoir alors en général c'est plutôt dans l'abdomen, hein, ça peut être sur ouais. Les intestins machin et tout, donc toi manifestement plus au niveau du diaphragme, tout à fait. Mais rien que ça c'est fou, et du coup évidemment pendant les règles la muqueuse elle se comporte comme la muqueuse de l'utérus, donc ça peut saigner et ça fait douiller des fois à des endroits ouais, complètement inattendus. Et t'as un traitement à part peut-être pilule ou... je prends des anti-inflammatoires parce que c'est le seul truc qui vient un peu soulager, mais qu'il faut que je prenne à chaque fois qu'il se, dissout intégralement. Donc c'est-à-dire vraiment toutes les 6 heures, je suis sous anti-inflammatoire, et ce pendant 5-6 jours. Donc c'est chaque mois de chaque année. Ah ouais. Donc ouais, c'est contraignant. Voilà. Okay. Retour à la case adolescence. Donc, toi, tu me disais le feu dans le slip avant la puberté. À partir de quel âge tu saurais toujours? Je saurais te dater la première fois où j'ai vu Titanic et que je me dis putain, enfin classique, mais en même temps, je me dis waouh, c'est hyper net dans mon esprit. Okay. Je voyais ça avec mon pote avec qui j'étais au CE1 et qui c'était son film préféré, et du coup je regarde ça pour la première fois et je me dis waouh, pour moi je me dis ça c'est tellement l'aboutissement de la vie. Ah mais c'est fou, c'est moi c'est vraiment la même chose. Et pareil à cause des films complètement mainstream quoi, pas même, je sais pas, que je suis tombé sur un porno quand j'avais 3 ans, tu vois, c'est tout petit, je voyais les scènes de sexe dans les films et je disais c'est très manifestement ce qu'il y a de mieux dans la vie. Ouais, c'est ça. J'avoue que on n'en est pas loin. Je suis toujours pas loin de le penser. Ouais. Mais, et du coup, donc premiers émois DICAP. Après, tu te dis, parce que c'est assez marrant, la dichotomie hyper solitaire, du mal à aller vers les autres, mais en même temps très envie de... Ouais, mais en même temps presque cohérent avec ce truc de... Enfin, moi, j'avais ce truc-là de me dire, j'ai envie d'aller vers les autres uniquement... J'allais dire uniquement pour Ken. Juste pour ça. Non, mais vraiment. Non, mais j'avais un truc de très... j'avais besoin de, je sais pas, de rondeur dans les relations, de quelque chose de réconfortant. Okay. Et pas forcément de quelque chose uniquement dans le jeu et dans le jeu, j'allais dire, de l'amitié très... j'avais besoin de quelque chose où je me dis, ok, j'ai envie d'un truc un peu confort, un peu... de doux, et je me dis putain, ça doit être vraiment l'aboutissement de la relation sous toutes ses formes, peu importe si c'est de l'amoureux ou quoi que ce soit, mais je me dis ok, il y a quelque chose de qui a l'air trop doux là-dedans. Et il y a un truc dont on n'a pas parlé, parce que qui dit adolescence dit règles, mais dit aussi les tchouches. Ouais, alors c'est normal qu'on n'avait pas parlé, parce que vraiment écoute, on en est sur... Non, en vrai, très perturbant, parce que j'en avais pas, mais je m'en foutais royalement. Okay. Jusqu'à la seconde au lycée, où là, j'étais bercée par les meufs de télé-réalité qui avaient des obus, et que forcément, je me disais, putain, je veux ça. C'était juste mon obsession pendant tout le lycée, c'était vraiment d'en avoir. Mais il faut savoir que fin de l'école primaire, un jour, je vais comment on appelle ça, il y avait les activités extrascolaires et il y avait du mini-golf. Tu vois, vraiment chiant à mourir. Et donc, je sais pas comment on appelle ça, le club. Ouais, le club de golf. Je me baisse pour ramasser la balle, et en fait, le club de golf me rentre au niveau du nichon. Ouais. À l'époque où j'en avais pas, et me fait un mal de chien. Et les jours qui suivent, peut-être les semaines ou mois qui suivent, j'ai plus vraiment la notion du temps, mais mes seins se mettent à pousser.
Okay. Et dans ma tête, je suis persuadée que c'est le club de golf qui m'a fait pousser les seins. Et j'en suis peut-être encore un petit peu persuadée. Non, mais en vrai, je me suis dit, oh, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tué mon corps avec cette histoire de club de golf. Alors que... Et du coup, après, parce qu'il y avait une mini-boss, quoi. Tu t'es remis des coups de club de golf après pour J'aurais adoré. Pour que ça mais vraiment, plus. je me disais, putain, mais c'est fou quand même, comme un impact dans ma vie. Et je suis... Enfin, et pendant très longtemps, je pense... Aller jusqu'à mes 18 ans presque, j'ai cru que c'était le club de golf qui m'avait activé. Activé les nichons, Et ok, donc du coup, mais non, quand ils arrivent, t'es pas du genre à être embarrassé par le fait de te mettre à avoir des seins Du tout, parce que de toute façon, bon, encore une fois, le volume ne faisait pas qu'il y avait de quoi être embarrassé, et il y avait juste ce truc-là où j'ai été... très longtemps un peu perturbée par le fait de pas avoir de forme, justement, encore une fois très longiligne, sans forme. Enfin, je sentais que c'était un truc, mais j'arrivais pas à mettre le doigt parce que j'avais pas, et encore heureux, merci, que j'avais pas justement toutes les rêves qu'on a aujourd'hui et que je vivais avec mon corps de manière très très naïve, avec beaucoup de candeur dans le monde où j'étais. Je me disais juste, ok. Juste ma pilosité m'a posé problème parce que encore une fois un jour je suis au collège et t'as un mec de ma classe qui faisait partie du groupe de mecs populaires, dont le mec que évidemment j'avais une target sur ce gars-là, et ces mecs-là descendent et un des gars du coup caresse le haut de ma nuque et de mon dos et fait oh le singe, et ils partent tous évidemment en éclat de rire. Et là, je me suis dit, putain... Et là, j'avais qu'une obsession, évidemment, c'était que mon corps soit absolument imberbe. Et ça, bon, ça me poursuit encore aujourd'hui, mais pour évidemment encore un tas de raisons, mais suffisamment pour que, en tout cas, là, je pense que c'est en tout cas un moment clé où j'ai pris conscience de mon corps et que cette enveloppe corporelle était perceptible aux yeux des autres et qu'il pouvait avoir un jugement et qu'il fallait être dans une forme de... Enfin, recevoir une forme de validation pour s'intégrer, quoi. Ça, c'est quel âge, ça 13 ans, je pense. 12-13 ans, ouais. Ouais, tout tout à ce moment-là. Ouais, tout à fait. Et du coup, pour en revenir à Ken, est-ce que tu te souviens, donc, très tôt, tu t'as envie, est-ce que t'attends ou est-ce que juste t'oses pas y aller? Ah non, j'attends pas. En fait, dans le collège où j'étais, j'avais une fille dans ma classe, donc faut quand même encore une fois recontextualiser, on devait avoir 14 ans, qui est tombée enceinte. Donc qui est allée jusqu'au terme de sa grossesse, etc. Donc très rapidement, j'ai été dans ce truc-là où je me suis dit, ok, même je me sentais en retard vis-à-vis d'elle, même si personne se mettait la pression là-dessus, mais je veux dire, il y avait un truc de, ok, j'ai envie depuis longtemps. Je vois autour de moi que ça se concrétise pour c'est que il faut que je perde pas de temps, quoi. Enfin, c'est pas tant que je perde pas de temps parce que je me suis pas mis une pression, mais je me suis dit ça peut être le moment en tout cas. Voilà. Et du coup évidemment, hein, si t'as pas envie. Ah oui, non, si. J'ai rencontré un gars qui était même pas dans la même ville. On s'est rencontrés sur Skyblog. Sur le chat Skyblog. Et puis, en vrai, ça a été un mec avec qui, en plus, il y a quand même une relation qui a duré quelques mois. Et on a concrétisé ça. Et vraiment, alors pour moi, lui, autant, c'était pas ouf comme toute une première fois assez classique, tu vois. Mais pour moi, c'était vraiment le 14 juillet, dans le sens où je me suis dit, mais ça y est, quoi. C'est l'autoroute. J'avais trop peur de ne jamais faire l'amour et que du coup ça soit un truc où j'en suis que voilà, je devrais passer à côté de ça toute ma vie, je sais pas pourquoi, mais enfin bref, je m'étais mis quand même plus une pression sur le fait de c'est pas tant il faut le faire, mais c'est plutôt j'ai envie d'aimer, j'ai envie d'explorer assez vite ça. Et ça c'est à 14 ans, quoi. J'étais très chill avec l'idée, enfin ça c'est voilà. Et c'était pas fou, mais c'était convenable, quoi. Enfin, suffisamment, et dans le respect, sans trauma particulier. Un mec cool, skater, moi à l'époque, voilà, c'était très ça. Et puis vraiment le nerd
boutonneux, mais qui, voilà, c'est ce qu'il fallait. Moi, j'étais au même niveau, donc c'était très bien. Ok. Après, par la suite, ça continue d'être cool ou c'est... Carrément, au lycée seconde, je me suis mis avec un gars avec qui je vais rester 5 ans, donc c'est quand même, voilà, sur la durée. Et pareil, ça a été dans... Franchement... Bon, même si cette relation, elle se sera finie de manière chaotique, même sur ce plan-là, mais je veux dire, je sais pas, j'ai pas eu en tout cas de trucs. Enfin, c'était complètement en accord avec ce que j'étais, sans grande prise de risque ou ni quoi que ce soit. Exploration extrêmement saine, j'allais dire, et appréciable. Ok. Ouais. Bah, franchement, cool. Plutôt cool. Ouais. Adolescence, c'est aussi la période de la crise d'adolescence. Ouais. C'est un truc que t'as fait, toi, ou pas tant? La rébellion, les conneries Ouais, mes parents te diraient que oui. Moi, je me suis trouvée quand même assez sage. Justement, j'avais fugué pour le gars... Enfin, fugué... Oui, j'étais partie sans prévenir, donc, d'une certaine manière, pour le gars, le premier gars, pour qu'on se roule une pelle au château de la ville où j'habite, et qu'on se mette devant le château, et qu'on se roule une pelle infinie. Ouais, la langue. Les pelles d'ado les pelles d'ado 3h30. infinies, et puis vraiment, j'en ai le hic à chaque fois que j'y pense, que je me dis, putain, mais quel enfer, pourquoi cette bave tant... C'est ça, tu sens la salive après pendant très longtemps. Mais vraiment. Et puis, je sais pas, et puis tourner, vraiment, c'est vraiment... ouais, dans un sens. Dans le même sens et puis après, hop, peut-être on tourne un peu dans l'autre sens pour créer un peu de... Ouais, mais ça va dire, ça va être la plus grosse connerie que j'ai faite. Ouais. Et donc vraiment, rien de... Parce qu'on avait un groupe de potes où au final, tout le monde connaissait les parents de tout le monde. Donc au final, c'était toujours quand même assez... Enfin voilà, et puis j'étais pas une personne à excès, je l'ai jamais été, j'ai ni alcool, je bois pas d'alcool, mais parce que j'aime pas le goût, et puis j'ai fumé longtemps des clopes, des trucs comme ça, mais jamais dans l'excès, c'est-à-dire vraiment question de me sociabiliser, mais c'était voilà. Et puis mes parents n'avaient pas un regard pas un regard d'interdiction là-dessus, donc au final j'avais pas envie de transgresser en fait. Oui, t'avais pas simplement. Et tu, à cette époque-là, donc 14, 15, 16, tu fais un peu la fête ou tu... Oui, mais alors, écoute, vraiment c'est... enfin, vraiment, je pensais que j'étais vraiment... et puis moi, je pensais que j'étais justement dans cette grande transgression, alors qu'en vrai... Non, puis encore une fois, vu que... On était tous les uns chez les autres, mais avec les parents derrière, il n'y avait pas... Ouais, non, on n'était pas vraiment dans ce truc. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Manzana, pomme, je sais pas quoi, puis bon... Le classique. Ouais, classique. Malibu, mais oui, voilà. Malibu ananas. Ouais. Ok. Mais ouais. Et donc tu me disais pas de sport? Pas de sport. Ah là, j'avais détesté ça. J'ai vraiment les trucs où on choisissait toujours la dernière de toute façon dans les trucs d'équipe et tout, ou les trucs ça s'appelait. Alors, je dis pas des conneries si ça s'appelait des tournantes quand même au sport, ou c'est moi qui confonds peut-être deux milieux ou deux univers. Si, je crois que si, ça oui, c'est des tournantes. Au ping-pong. Ouais, exactement. Ok, c'est bon. Hélas, c'est ce mot-là. Oh, yes, c'est bon, on y est. Mais du coup, tous ces trucs-là où j'étais toujours dans la catégorie nulle. J'ai fait du javelot, rien ne me différencier avec l'objet d'ailleurs, mais vraiment, tout était, dans tout, j'étais très médiocre. Et c'est du coup, le sport, je me disais, ok, je partirai sur des trucs créatifs dans ma vie. Enfin, voilà, je me dis, quitte à choisir, s'il faut choisir, C'est pas ça. Ouais, non. On a parlé un peu musique et j'ai vu la photo, mais on n'a pas fait le petit point fashion. À cette époque-là, le style, c'est ton style de... Alors, il y a la petite mèche emo, ça tu la gardes longtemps? Ouais, je la garde jusqu'à la fin du lycée au moins. Ok. Après qui se transformera en frange, donc vraiment il y avait une volonté de dissimuler un front gras et plein de sébum, vraiment. Mais du coup j'ai cette mèche. Puis il y avait un truc très... Moi, j'adorais... Alors, pour le coup, j'étais vraiment fascinée par tous les styles qu'il pouvait y avoir. Enfin, en tout cas, effectivement, le style emo. Et puis, m'affirmer là-dedans, ça a été un truc où par contre, où j'ai aimé, quoi. Je me disais, ok, c'est cool.
Ouais, puis cet univers à l'époque, pour rock, metal et tout, me plaisait bien en tout cas dans l'esthétique. Ok. Ouais. Et les saps, c'était un peu... Tu parlais de l'Indien. Ouais, c'est ça. En fait, j'aimais bien. C'était les premiers sites un peu où justement il y avait des trucs un peu alternatifs. J'aimais bien, ouais. Et tu mettais des t-shirts de groupe, t'avais des... Je suis tentée de te dire oui, mais c'était vraiment très mainstream. Hein. Ça devait être du AC/DC, des Nirvana, évidemment, tu vois. Mais sinon, j'étais pas non plus très... au-delà de ça, pas tant. Ok. Avant de... On va basculer gentiment vers l'âge adulte, mais quand tu regardes en arrière sur ces deux périodes qu'on vient de traverser, l'enfance et l'adolescence, tu poses un regard plutôt nostalgique, attendri. Ouais, plutôt tendre, mais pas nostalgique du tout. Tendre parce que je sais maintenant le poids de la souffrance que j'avais et que je subissais beaucoup, surtout jusqu'au collège, et que justement j'étais très intransigeante avec moi-même sur ce que je devais être, et je me disais devais être. Bref, j'étais vraiment très j'étais hyper exigeante, et je pense que aujourd'hui j'ai un regard tendre parce que je sais qu'à l'époque je ne l'avais pas, justement, mais voilà. Ok. Et tu saurais dater le moment où tu t'es un peu foutu la paix, lycée, justement, quand j'ai rencontré ce gars à l'époque. Je pense que vraiment, ça m'a beaucoup... je me suis dit, ok, c'est bon, je voyais un peu la lumière au bout du tunnel. Et évidemment, après, post-bac, on va dire, là, c'est ouf, vraiment. Ouais, là, ça va. Et du coup, post-bac, tu fais quoi? Tu fais des études? Ouais, études d'art. Je pars dans une école à Montpellier, qui est une école de cinéma, d'animation et effets spéciaux, donc où j'étais persuadée vouloir faire ça depuis la 4e. Okay. Vraiment, c'était mon obsession de rentrer dans cette école-là. Il s'avère que très rapidement, enfin pas tant, mais quelques mois après, je me rends compte que c'est pas du tout mon truc, en fait, et qu'il y a un truc beaucoup trop rigoureux et technique, que moi j'étais vraiment dans quelque chose de très créatif. Et mais en tout cas, je rencontre ma bande de meilleurs potes, qui l'est toujours actuellement, et c'est quand même, au contraire, socialement déjà, en tout cas, une vraie émancipation, une vraie une manière de créer mon identité à ce moment-là, vraiment, en tant que et toi à ce moment-là, tu pars de chez tes parents? Exactement. J'ai un petit appart, un petit studio à Montpellier, sur les hauteurs de Montpellier, et que je paye avec ma petite CAF, et que mes parents m'aident aussi. Et puis là, à ce moment-là, je bosse un mois à l'usine à ce moment-là, pour me payer quelques meubles Ikea en bois aggloméré, et puis j'ai mon petit truc, et je suis contente. Ça a été parce que tu disais que l'ambiance à la maison n'était pas forcément dingue. Ça a été une libération d'avoir ton indépendance. C'était complètement. Et je pouvais même pas regarder dans le rétroviseur. Je me disais juste, ok, là c'est le début de ma vie, en fait, vraiment. Et sur tellement de points, je me suis affirmée. Et très rapidement, avec mon gars, on va se séparer. Et d'ailleurs, on va se tromper mutuellement. Enfin, ça va être un peu un truc d'ado, un peu... ce que ça devait être, d'une certaine manière. Et tout s'aligne, en fait. Tout s'aligne petit à petit. Peut-être pas professionnellement, parce que très rapidement, je vais justement être dans ce flou de putain, je pensais que je voulais faire ça, et en fait, c'est pas du tout ça que je veux faire. Mais en fait, du coup, je peux rien faire de ma vie si je fais pas ça. Mais sur les autres plans, je me régale. D'ailleurs, c'est pour ça que je fais que la fête la première année, enfin les premières années où j'arrive sur Montpellier. La fête, j'ai juste envie, j'ai juste envie de m'amuser, de rencontrer du monde, d'enchaîner des relations aussi, avec des mecs, avec des meufs. Enfin, j'ai envie juste d'être complètement détachée. Est-ce que tu dirais que c'est une espèce de genre t'as été un truc un peu cocotte minute, genre t'as été hyper enfermé pendant très longtemps, et là tu lâches tout. Je pense, il y a un truc un peu comme ça. Mais à la fois sans être non plus encore une fois dans l'excès. C'est vraiment juste, je me laisse porter par le truc, ça se passe trop bien,
j'aime trop, je rencontre des gens. En plus, Montpellier, il y a un côté justement où les gens ont un truc très sociable et tu rencontres facilement les gens. Et puis, dans la souplesse la plus totale. Mais ouais, c'est rien de malsain, en fait. Genre, pas un truc où je m'y perds, voilà. C'est un truc vraiment où, au contraire, je me laisse porter par le truc. Ah ouais, non, c'est trop bien. Ok, et ouais. Bien. Du coup, tu fais ton école, tu vas jusqu'au bout quand même? Non, j'arrête à partir de la deuxième année, le début de deuxième année. Je pars sur une autre école qui est une école pour le coup où je fais du design graphique, pour devenir graphiste, où je fais une mise à niveau en art appliqué. Ça se passe pas ouf, mais pareil, pas de regret. Je repars sur un BTS que j'aboutis pas parce que l'école est à chier et je fais des stages, enfin bref, des trucs comme ça. Mais je me laisse un peu porter par... Mais en même temps, j'ai toujours été quelqu'un à la tête sur les épaules. Et même si les choses paraissent très aléatoires dans le déroulé des choses, je sais que voilà, je veux être en tout cas à ma place et pas nulle part par hasard, d'une certaine manière. Donc en fait, je me laisse porter et jusque là, ça se passe pas trop mal. Ouais. Et là, à ce moment-là, t'es toujours à Montpellier ouais, avec ta bande de potes. Eux, ils partent parce qu'ils finissent du coup leurs études. Ils partent un peu aux quatre coins du monde. Et je me retrouve solo, peut-être... après, ça, c'est vraiment plus tard, vers 24-25 ans, à Montpellier, pour le coup. Peut-être petit point photo. Ouais, tout à fait. On a peut-être sauté des... Attends, je voulais juste te montrer celle-là. Tout à l'heure, je ne l'avais pas montrée, mais c'est celle de mes 13 ans, parce que je pense qu'elle méritait quand même un petit... Donc là bah oui, donc tu avais déjà fait un passage par la frange, là. Ouais, là, c'était frange. Effectivement, c'était peut-être... j'ai fait... c'était juste avant la émo. Ouais, d'accord. C'était juste avant émo, okay, donc tu as fait frange. Ouais, émo, frange, mèche et refrange. Ok. Ouais. Et donc, un petit appareil. Ouais, j'ai eu un appareil, c'est vrai. C'était, je me rends pas compte, à ton époque, c'était déjà... Là, aujourd'hui, tu as l'impression que tout le monde a un appareil, enfin tous les ados, ils passent par la case. Je me rends pas compte, ouais, si, vraiment. Ouais. Moi, je sais que j'aurais dû en avoir un parce que j'ai en file indienne, là. Mais le dentiste avait dit... ouais, c'est douloureux, c'est chiant. Ouais, c'est douloureux, c'est chiant. On va se moquer de lui et tout. Moi, il y avait très peu de gens. L'appareil dentaire, c'était vraiment... Toi, c'était un truc répandu ou... J'ai adoré. Moi, j'ai adoré. C'était vraiment le truc... Ouais. En plus, surtout qu'à l'époque, tu pouvais choisir donc, les élastiques qui entourent les bagues. Tu pouvais choisir la couleur. Je voulais vert néon. en train de te dire que... les dents vertes, ouais, j'avoue. Ouais, non, mais vraiment... donc, vraiment, il y avait un truc très... non, au contraire, très jusqu'au boutiste de l'appareil dentaire. Ok, en tout cas, pas du genre à sourire timidement pour cacher non, moi ses dents, j'étais joviale. Et c'est ta couleur de cheveux naturelle, ça, ouais. Et alors, pour l'époque plus, donc l'époque de mes études. Ouais. Alors ça, je l'ai peut-être pas mis là, je vais juste... Où est-ce que c'était? Ouais, il y a ça qui peut correspondre un peu. Ouais, ça c'est pas mal. C'était à cette période-là environ, à peine plus tard. Oh, les petites lunettes. Évidemment, c'est des lunettes pures pour le style. Pure esthétique, si on peut dire ça. T'as pas porté de lunettes? Non, j'en porte actuellement. Enfin, actuellement, non, parce que justement, comme tu peux le voir, absolument pas. Mais je suis myope et dans le déni de ma myopie. Ok. Ouais. Et du coup, là, t'as des lentilles ou t'as rien du tout? Rien quand je te dis déni de la myopie, c'est déni de la myopie. Mais ouais. Et donc là, petite pause. Ouais, alors encore une fois, c'était la période où j'étais étudiante dans le milieu artistique, etc. Donc j'aimais bien essayer de me saper. Puis pareil, à côté, j'aimais bien j'ai commencé à faire de la photo à 18 ans, donc c'était un truc que j'adorais faire et qui vraiment pour le coup était mon hobby. Ok. Ouais. Et devant un petit camion. Casta à Londres, ouais.
une estafette. Une estafette sûrement. Et puis j'ai dû me dire, ouais. Ah oui, effectivement, j'avais pas fait gaffe à la plaque d'immatriculation. Ok. Ah ouais, et du coup, la photo, c'est à partir de quel moment que tu commences à... Tu poses... À 18 ans, parce que justement, étant un peu en décalage avec mon corps, sachant pas me l'approprier, je commence ça et je me dis, puis ça correspond un peu avec l'appréciation que j'ai pour les milieux artistiques d'une certaine manière. Et du coup, je me dis, j'ai envie de tester ça. Et très rapidement, j'adore. En fait, surtout pour pas l'aspect encore poster sur les réseaux, puisque ça, c'était pas vraiment trop le truc, mais c'était vraiment appropriation de mon corps. Tu vois, genre, il y avait un truc qui était même presque corrélé, presque à de la danse. Tu vois, genre, un truc où vraiment j'apprenais que chaque partie de mon corps avait une forme de pertinence, en tout cas visuellement sur la photo. Et ça me plaisait de ouf de justement passer de je ne supporte pas mon corps, parce que vraiment il y a eu cette période où vraiment j'ai eu beaucoup de mal, et d'un coup essayer de me trouver bonne, tu vois. Et c'est ça ce shift là était hyper intéressant. Et du coup, façon de te réconcilier avec ton propre corps et de te le réapproprier. Tu fais ça avec des photographes pros, tu fais des self-shooting pour le coup, les mecs qui me proposaient ça je dis les mecs parce que c'était essentiellement des mecs qui me proposaient ça sur je sais pas, sur Facebook ou quoi, où on commençait ou du bouche à oreille, on se connaissait, des potes et tout, et c'est comme ça que puis à l'époque déjà, alors j'avais évidemment beaucoup de naïveté sur ce truc-là. Je me disais pas putain, est-ce que ce mec est safe et tout pour faire des photos, et en même temps les mecs étaient pour le coup, je suis tombée sur des mecs plutôt safe. C'est-à-dire que vraiment, jusque-là... Pas de sale expérience. Non, franchement, alors peut-être un regard lubrique, mais pas au point de vraiment me dire je suis en danger ou quoi que ce soit. Alors, peut-être je minimise le truc, mais en vrai, dans le regard que j'avais à l'époque, je me suis jamais sentie vraiment en danger. Puis au contraire, ça me donnait un côté où j'arrivais à avoir du pouvoir et de me dire, ok, cette situation, c'est la mienne, et c'est pas... Enfin bref, j'avais un truc au contraire où j'étais hyper dans l'assurance. Et du coup, ça se passait bien. En vrai, ça s'est majoritairement très bien passé. Et ouais, ça m'a beaucoup aidé. Fin d'études, tu retournes jamais vivre chez tes parents, tu prends ton indépendance. Est-ce que tu te souviens d'un truc où tu t'es dit ah waouh, ok, ça y est, là je suis adulte? Mis à part payer des impôts, mais en vrai, y a rien qui m'a rendu plus adulte et plus chiante dans la vie que ça, en fait, tout simplement. C'est là où je perds toute ma candeur et tout. Mais franchement. Mais c'est très souvent la réponse, la thune ou l'indépendance. Vraiment, ça me saoule. Parce que jusque-là, j'aimais bien l'idée d'être juste une meuf gaulerie et je pense que vraiment, ça m'a mis un coup. Genre, je suis devenue chiante. Je pense vraiment... Non, mais un petit coup de... Ah ouais, t'as ça au truc chiant. C'est pas juste la fin de l'insouciance, c'est... je pense que... parce que je deviens inquiète, angoissée de choses. Jusque-là, j'avais pas trop ce truc-là, où je... Et du coup, je pense que ça me met quand même un petit coup de « Ah, ok, tu te retrouves sur des trucs, face à des institutions, face à des trucs, voilà. » Et moi, j'étais pas prête pour ça. Moi, j'étais prête, même, tu vois, genre, quand j'ai passé mon permis, moi, j'étais en mode, je rigolais avec l'inspectrice de trucs d'auto-école, et quand je vois qu'elle esquisse même pas un sourire, je me dis « Ah, putain, c'est ça, le monde des adultes, fait chier. » C'est ça d'être grand. Ouais, c'est trop naze. Et tu dis inquiète, anxieuse, c'est pas dans ma nature. Je suis pas particulièrement... ou peut-être que je le suis, mais de manière très profonde, et justement parce que j'ai eu ce truc-là de devoir rassurer les gens autour de moi, les proches autour de moi, toute mon enfance, on va dire, de mon adolescence, et d'être dans justement la quiétude des autres. Et du coup, il y a un truc où je ne me permets pas forcément d'angoisser, mais en même temps, ça vient correspondre aussi à un état d'esprit où je suis beaucoup dans la gratitude de ce que j'ai au quotidien, et que il y a même
je rends même mécanique ce truc-là tous les jours d'être dans cette gratitude-là. Et du coup, le fait d'être très terre à terre et très consciente des privilèges que j'ai, et je parle juste, par exemple, je sais pas, d'avoir la santé, de marcher, d'être, voilà, dans tout ça, ça me permet d'avoir moins cette angoisse, voilà, liée au monde extérieur, à des choses. Je relativise très vite. Enfin, j'ai un côté où je relativise tout. Alors facilement, c'est pas le terme parce que je l'ai beaucoup travaillé, mais en tout cas, ouais, j'ai de beaucoup relativisé. Et tu dis rassurer les gens autour de toi, c'est les rassurer par rapport à quoi? Par rapport à toi ou par rapport à... Pendant longtemps, ma maman, que j'ai dû... Enfin, en fait, c'est relationnellement parlant. Bon, après, il y a eu des années de thérapie aussi qui sont venues un petit peu ajuster tout ça et essayer de le comprendre, mais c'est vrai que j'ai été parfois pas dans le rôle que je devais avoir. C'était la maman, et exactement. Et du coup, cette inversion de rôle que j'ai pendant longtemps portée sans la conscientiser a fait que c'est comme ça. Enfin, j'ai capté que pour moi, c'était comme ça et que je devais prendre sur moi et être là. Et donc, du coup, ça me paraît maintenant... Enfin, voilà, c'est dans le fonctionnement et que je dois fonctionner, justement. Il y a un truc de très fonctionnel sur ça et pas forcément laisser de place à l'angoisse parce que ça appartient... et que j'ai pas envie que ça soit contagieux. Enfin, en tout cas, que mon angoisse vienne contagier, je me dis... Bon, ok. Voilà. Et du coup, thérapie? Bien ouais. Donc, t'as fait ça à partir de quel âge? J'ai fait ça il y a pas si longtemps parce que peut-être 27, 28 ans. Ouais, ok, adulte quoi. Adulte, tout à fait. À un moment où j'étais en mode, ok, il y a un dysfonctionnement dans mes relations, ma manière justement d'être avec les autres, avec les hommes aussi que je rencontrais et que je me disais, pourquoi j'arrive pas à m'aligner à mes désirs, enfin à ce que je veux construire et que je me rends compte que ce truc justement très schématique de je tombe toujours sur les mauvaises personnes, il y a un truc à creuser qui, à mon avis, ou moi dans mon fonctionnement, pourquoi j'ai ce rapport-là aux autres et du coup d'essayer d'avoir une autocritique et justement de me dire ok, il faut que je comprenne un truc et de là je me suis dit ok, faut que je crève l'abcès ou en tout cas que je fasse un peu dérailler le train pour comprendre et ça a été évidemment en tout cas pour moi la meilleure décision prise et c'est fou parce que ça m'a mis une claque assez monumentale qui a été qui m'a vraiment parce que tout ce que je te dis là même tu vois par rapport à mon rapport, j'allais dire, la sexualité, au corps, aux autres, à vouloir être dans la séduction, même par rapport à la photo, des choses comme ça qui... je dis pas du tout que c'est malsain et que je veux pas stéréotyper le truc en mode, ça faisait de moi... Mais il y avait un truc qui quand même, où j'étais quand même dans une forme de boulimie, de séduction, de validation, de vouloir ken, et même cet appétit sexuel qui, au bout d'un moment, était... waouh, enfin je veux dire qui était sacrément présent et qui c'est cool tu vois genre mais qui devenait tellement obsessionnel à un point où je me disais il y a un truc où je subis quand même le truc et je veux absolument où j'étais pas en phase pour autant enfin surtout vers les dernières années où je commençais à le ressentir je me disais ok là il y a un moment où je suis plus en phase avec vraiment moi parce que tu sentais que tu t'étais pas dans la recherche de tant de plaisir pour toi que de c'est ça je voulais donner peut-être que je voulais des relations qui étaient plus sérieuses alors j'aime pas trop ce terme mais en tout cas plus posées que ce que je prétendais vouloir et en tout cas que je prétendais avoir aussi puisque j'avais que des relations qui n'avaient pas en tout cas le chemin que je voulais et qui même si elles étaient très bien et que j'ai encore une fois aussi beaucoup de gratitude sur ce que j'ai avec les personnes que j'ai rencontrées mais c'était pas moi, c'est-à-dire que je sais pas où j'allais. Je me disais ok, c'est cool, c'est rassasiant sur le moment, mais je sais que je me mens. Je sais que je me mens sur que je vais que vers des personnes qui ne me regardent pas non plus aussi et qui sont c'est bien parce qu'elles viennent m'enorgueilliser, viennent flatter mon ego. Mais après, est-ce que je suis vraiment
nourrie par ce que je vis, en fait. Et non, pas tant. Donc, j'avais besoin au moins de comprendre pourquoi j'étais dans ça et dans ce cercle, en fait, qui n'en finissait pas, quoi. Ouais. Voilà. Ouais, et du coup, c'était sans fin, quoi. C'était sans fin. Jamais, Et en fait, pas du tout épanouissant, en fait. Enfin, en tout cas, ça ne le devenait plus. Il y avait un moment où, forcément, avec le début de la vingtaine, c'était totalement en phase avec moi parce que je me régalais de tout ça. Mais petit à petit, je me disais, OK, où je vais avec ça? Est-ce que vraiment c'est ça dont j'ai envie, besoin? En même temps, j'avais pas envie de me formater à quelque chose de sociétal avec le couple hétéronormé très basique, etc. Mais en même temps, je me disais, il faut que j'accepte aussi qu'il y a un truc peut-être qui m'attire là-dedans et que je peux aussi totalement être OK aussi avec ça, quoi. Et ça c'est la thérapie qui t'a permis de te... Enfin, t'as compris un truc J'ai compris pas mal de trucs et j'ai appris à regarder les personnes qui me regardaient aussi. Parce que aujourd'hui, je suis mariée et mon mec, je l'ai rencontré... en fait, ça faisait des années qu'on se connaissait, quoi. Et ce qui est fou, c'est que je ne le regardais pas du tout parce que j'étais attirée par tous les mecs qui étaient opposés à lui. C'est-à-dire, en gros... qui voulaient pas de moi, moi en tant que... Et je dis même pas ça de manière péjorative pour ces mecs-là, hein. C'est vraiment que ils voulaient pas construire avec moi, c'est normal, et je le comprends, et je l'entends, etc. Mais moi, j'étais dans cette contradiction de vouloir construire avec des mecs qui, de toute évidence, le terrain n'était pas fertile avec eux. Et alors que j'avais envie de quelque chose de plus posé, de peut-être... Et voilà. Et mon mec qui m'admirait et qui m'admire réellement et qui a un vrai amour sain envers moi, lui, je voulais pas le voir, je voulais pas le voir, tu vois. Et c'est ça, je me disais, putain... Enfin, je me disais rien du tout, je me disais, un mec, quoi, parmi tant d'autres, alors qu'il avait quelque chose d'hyper... un regard pur, vraiment... il a un regard pur sur moi qui est fou, quoi. Et qui, je pense, je ne pouvais pas l'accueillir avant. Je ne pouvais vraiment pas l'accueillir parce que son regard était trop bienveillant envers moi et que moi, j'avais pas ce regard-là sur moi-même déjà. Donc, ouais. Et là, tu continues ta thérapie ou t'as terminé ? Non, j'ai stoppé parce qu'elle m'a ghosté, ça en plus. Heureusement que c'était pas le problème pour lequel j'étais venue, mais j'avoue. Mais en vrai, non. Et puis je pense que j'étais arrivée et en plus du coup j'ai rencontré mon mec après pendant cette thérapie et je sentais que ça y est, les choses s'alignaient, que je m'écoutais, que j'étais plus formatée, j'étais plus voilà. Et donc du coup je me ferme pas la porte d'y retourner pour pas mal de trucs qui sont évidemment pas encore réglés, mais je suis hyper sereine, donc voilà. C'est trop bien. Ouais. Est-ce que on va commencer à se projeter un peu vers la suite. Là, on est arrivé à aujourd'hui, en fait. Ouais, exactement. Est-ce que la suite, ça te fait peur, vieillir ? Ouais, bien sûr. Ouais. Ah, mais vraiment. Et de manière pas déconstruite du tout. C'est ce qui m'agace. Sur plein de trucs, je suis pas... Et en même temps, j'essaye de pas trop faire l'effort non plus. Enfin, j'essaye de pas trop me mettre la pression sur le fait qu'il faut absolument que je déconstruise le truc parce que ça me met une pression de ouf. Mais pour plein de trucs basiques de société, physiquement, d'être marqué par le vieillesse et que, encore une fois, les injonctions autour du corps de la femme, tout ça, je sais que l'esthétique, l'esthétique, je galère beaucoup. Déjà là, ça fait... je fais du sport, des trucs comme ça qui me maintiennent, mais j'ai déjà du mal avec l'idée j'ai un corps de femme de 30 ans, ce qui est pas vieux, mais qui me renvoie encore à me dire, putain, quand j'avais 20 ans, j'étais gaulée comme une meuf de 20 ans. Et rien que ça... Alors, en vrai, je suis hyper chill avec mon corps maintenant. J'ai vraiment plus du tout... J'ai toujours des trucs où je me dis, ah putain, franchement... Enfin voilà, mais j'ai pas un truc vraiment de pression et de regard mauvais sur moi, mais j'ai ce truc-là de me dire, oh, putain, vieillir me terrifie, mais me terrifie, sous tous les aspects, mais vraiment tous les... Et il n'y a pas un jour où je ne le pense pas, et tous les aspects.
Tous les aspects, c'est-à-dire l'apparence L'apparence, la mort, déjà, enfin, le fait de tout... et c'est marrant parce que vieillir ne veut pas forcément dire mourir, mais je veux dire, enfin, ou en tout cas, mourir ne veut pas forcément lier avec le fait de vieillir, mais je veux dire, tous les aspects, et j'ai vraiment... Et aussi, pour un autre truc, c'est que je suis extrêmement alignée maintenant avec moi-même. Je pense qu'il y a un truc très trentenaire, j'ai l'impression, peut-être avec ça. Mais en tout cas, je sais pas, mais je suis hyper alignée avec moi maintenant. Et ça ferait aussi faire le deuil de ce que je suis aujourd'hui. Je me dis, est-ce que je serais aussi alignée dans 10 ans ? Je vais tout faire pour, mais il y a ce truc-là de « Oh, je suis tellement bien dans mes baskets, j'ai tellement connu des moments où j'étais pas du tout dans ce truc-là, que est-ce que, voilà, c'est devoir faire le deuil de ça. » Et la maladie, parce qu'il y a l'apparence, mais il y a aussi les... Ça, oui et non, parce que malheureusement, je connais des gens qui sont malades même à mon âge ou qui l'ont été avant mon âge, et du coup, je le lis pas forcément à la prise d'âge. Mais il y a aussi un truc que je précise, c'est que je n'ai vécu aucun deuil dans ma famille, de jamais. C'est-à-dire que j'ai mes 4 grands-parents, ils ont tous leurs frères et sœurs, etc. J'ai mes parents, enfin c'est... j'ai certains diront que j'ai beaucoup de chance. Alors j'ai une partie de ma famille avec qui je suis moins en lien, mais je veux dire, factuellement, effectivement, j'ai peut-être ce que certains pourraient considérer comme un privilège, que d'avoir jamais vécu de deuil. Mais qui vient renforcer ce truc de... Le deuil, pour moi, est quelque chose de tellement inconnu que ça me... C'est une zone inconnue, quoi, et que je ne sais absolument pas comment le gérer. Je ne peux que l'imaginer, en fait. Et donc là, ça reste tout le temps un truc que j'imagine, où je me documente, où j'entends des témoignages, mais que je ne peux pas matérialiser, en tout cas, en ce qui me concerne. Bah donc, parce que je sais pas. Tu connais pas, Tout à fait. Et dans la mort... Qu'est-ce qui te fait flipper ? Le néant, évidemment, tout ça. Et je pense comme... voilà. Bah, là, je te réponds. Pas tant, en vrai. Hein. Il y a des gens... Moi, il y a des gens qui me disent mais moi, bah non, la mort, c'est la fin. C'est genre, on éteint la lumière. Et c'est des gens qui sont OK avec ça. Pas du tout. Moi, c'est un peu mon cas perso. C'est vrai. Hein. J'ai pas l'impression... J'ai l'impression d'être terrifié par l'idée de pas de vieillir, mais de perdre des capacités. Ok. Mais la mort... Ah ouais, d'accord. Et même chez les gens qui ont peur de la mort, c'est pas forcément la peur du néant, c'est la peur de l'inconnu, ce qui est pas tout à fait la même chose. Oui, je comprends. C'est-à-dire, on sait pas ce qui se passe après, c'est terrifiant et tout. Donc toi, c'est le néant, c'est le côté... C'est le néant. Et là, quand je te réponds de manière juste pragmatique. C'est-à-dire que je ne pense pas à ce que je suis en train de te dire, parce que sinon, je pars en crise d'angoisse. Alors vraiment, je te jure. Mais non, mais je te jure que vraiment, on est sur... le néant, le rien, et forcément, je pense, comme beaucoup de gens, pour le coup, dès que j'y pense de manière bien trop profonde, je suis envahie d'un truc de je suffoque, attention, là, je perds pied, parce que vraiment, c'est trop imaginer un truc qui, évidemment, de l'ordre de l'inconnu. Et non, c'est trop, je sais pas, j'arrive pas du tout à le... Et c'est pour ça, alors j'y pense jamais, parce que je me suis aussi obligée à ne pas y penser. Et Et est-ce que si tu veux qu'on parle d'autre chose, on parle Non, mais alors vas-y, explorons. J'ai été préparée. Tu te souviens du moment où tu as pris conscience, où tu as compris ce que c'était la mort ? Très tôt. Très tôt quand même, parce que... très tôt. Je pense que vraiment... au plus jeune que je me souvienne, j'avais quand même ce truc-là de la mort me terrifie. Parce que je sais même pas d'ailleurs d'où vraiment, parce que je sais pas quels étaient mes rêves, peut-être, mais même les films, parce que j'arrive pas à l'impression que les films vraiment retranscrivent le truc à ce point-là, mais je sais pas, vraiment de me dire... Et puis encore, c'est peut-être le truc du fait que j'étais très solitaire, d'avoir quand même cette conscience de ok, il y a un truc où il va y avoir du vide à un moment. Et ça on va clôturer par le chapitre d'essai, hélas. Qu'est-ce qui ferait que tu te dirais
Ok, là c'est bon, je peux partir sereinement. Toi, est-ce qu'il y a un truc où tu te dis, je sais pas, soit un accomplissement, soit... Mais le monde aura toujours besoin de moi. Non, non, très sincèrement, alors c'est très paradoxal ce que je vais dire, mais maintenant, tu vois, genre, non, putain, je touche du bois, parce que vraiment, je suis... Ah, mais non, franchement, j'ai pas du tout ce truc-là de frustration en permanence. Au contraire, chaque jour, je me dis, ok, comme je te disais, vu que je suis beaucoup dans cette truc de gratitude, j'ai jamais ce sentiment de regret, de remords ou quoi que ce soit. Voilà, je pars du principe que oui, tout est toujours incomplet de toute façon et on sera définitivement incomplet quoi qu'il arrive. Donc chaque jour je me dis ok, si ça doit se finir maintenant, ça va, c'est ok. Enfin c'est pas très ok, mais on va dire c'est voilà. Pas pressé, mais, ouais, mais ça peut s'arrêter maintenant. Exactement. Et bah écoute, on va finir juste par 2 trucs. Qu'est-ce que je te souhaite pour la suite? De pas mourir. De jamais mourir même. Mais non, bah, que tout soit aussi feel good que tu restes ce jour. Trentenaire toute ta vie. Exactement, oui. Et un truc plus pragmatique, de quoi ton actu, entre guillemets, en ce moment, qu'est-ce que les gens ont besoin de savoir sur toi? Eh ben, pratiquement tous les jours, je poste effectivement un jour une meuf sur Instagram, TikTok. Et voilà, ça c'est vraiment le plus gros de mon taf. Et puis après, j'ai effectivement toutes les semaines un podcast Two Girls One Talk où je parle avec une copine à moi de sujets de société, de relations, de plein de trucs un peu d'actu et tout, et qu'on décrypte et sur lequel on se bagarre aussi beaucoup. Voilà. Et pour te retrouver, c'est Niemesia. Niemesia sur tous mes réseaux. Ok. Donc ouais. Trop bien. Ouais. Eh ben merci beaucoup. Merci Marie. vraiment, Julien. C'était trop cool. On se retrouve la semaine prochaine, lundi, à 6h du mat, pour un nouvel épisode de La Bonne Vivance. Ciao. Salut.